Emma Gauthier-Mamaril va nous présenter la deuxième communication du panel. Emma est doctorante en littérature de langue française à l'Université de Montréal et elle s'intéresse aux enjeux de l'écriture épistolaire des femmes au XVIIe siècle. Ses recherches actuelles portent sur le lien entre le traitement du corps dans les lettres familières et la participation des femmes aux sphères savantes. En 2019, elle a co-signé un article avec Nathalie Fredel dans la revue Rabutinage et son dernier article est paru dans le 8e numéro de Muse Médusa en juin 2020. Elle fait partie du comité scientifique de Fémur, la revue étudiante de critique littéraire de l'Université de Montréal, et elle siège au comité exécutif de la Société d'études pluridisciplinaires du XVIIe siècle en tant que responsable des communications. Emma, si c'est bon, je te cède la parole. Merci. Voilà. Et bon, je disais il y a quelques instants que je proposais d'explorer la question du génie féminin par le biais de l'écriture du corps et plus spécifiquement de la mélancolie. Dans son dictionnaire français publié en 1680, Richelet présente les mélancoliques comme étant, et je le cite, ordinairement plus ingénieux que les autres hommes. L'association entre mélancolie et génie est courante au XVIIe siècle, ayant déjà été évoquée par Aristote, puis réinvestie par le néoplatonisme florentin au XVIe siècle. Il s'agira ici de montrer comment la notion moderne du génie mélancolique est mobilisée dans les lettres d'Élisabeth de Bohême et de Marie-Madeleine de Lafayette. Leurs correspondances, bien que présentant de nombreuses différences, sont similaires en ce qu'elles laissent voir comment ces deux femmes se sont servies de la lettre familière pour que leur génie soit reconnu, valorisé et immortalisé par leurs correspondants. Le statut de ceux-ci n'est d'ailleurs pas à ignorer. Tous deux sont des hommes qui jouissent d'une renommée en tant que savants, Descartes en tant que philosophe, Ménage en tant qu'homme de lettres, et qui sont de 20 ans les aînés de leurs correspondants. Que celles-ci se présentent comme des intellectuels hors pair auprès de ces hommes suppose d'emblée une mise en scène de soi élaborée qui joue et déjoue les stéréotypes pesant sur le statut intellectuel de la femme au XVIIe siècle. Les travaux, notamment, de Marie-Frédérique Pellegrin, d'Hélène Ostrovicki et de Yael Sibony-Mapertu sur la correspondance Bohème-Descartes, ainsi que ceux de Nathalie Fredel sur la correspondance Lafayette-Ménage, ont déjà montré avec justesse que ces deux femmes adoptent dans leurs correspondances respectives un éthos de collaboratrices, c'est-à-dire d'égales, qui fait valoir leur savoir vagabond et pèlerin, tout en se conformant aux exigences éthiques qui régissent à la fois la prise de parole au féminin et l'échange épistolaire. En boxant sur ces travaux, je souhaite aujourd'hui avancer l'hypothèse selon laquelle le savant mélange d'atténuation et de valorisation de soi que concoctent Bohème et Lafayette dans leurs lettres va de pair avec leur investissement de la notion du génie mélancolique. Afin d'explorer cette hypothèse, je propose de procéder en deux volets. Il s'agira d'abord de faire le point sur ce qu'est la mélancolie au XVIIe siècle et sur son lien avec l'émergence de la notion moderne de génie. Cette première partie permettra ensuite de mieux comprendre comment Bohème et Lafayette revendiquent tous deux un intellect exceptionnel, tout en se présentant comme étant faibles de corps et d'esprit. Nous verrons dans ce deuxième volet que l'ambivalence avec laquelle se considèrent les épistolières souligne leur investissement à la fois de la figure de l'être mélancolique et l'image de la femme imbécile. Puisque la dernière rencontre organisée par le laboratoire Junior Figé portait sur les définitions du génie, il me semble bienvenu ici d'entamer mon propos avec quelques définitions à mon tour, cette fois-ci de la mélancolie. Ayant déjà fourni en introduction un exemple provenant du dictionnaire de Richelet, je m'attarderai maintenant à quelques éléments de définition que met de l'avant Furtière dans son dictionnaire universel. Furtière présente d'abord la mélancolie en termes médicaux, soit comme l'une des 4 humeurs qui orientent la disposition du corps et de l'esprit. Selon la médecine antique, largement influencée par les traités d'Hippocrate et de Galien, ces humeurs correspondent à des liquides qui, si bien équilibrés, garantissent la santé du corps et de l'esprit. Il convient aussi de faire remarquer que les théories d'Hippocrate et de Galien sont encore utilisées au XVIIe siècle et font autorité. Parmi ces humeurs, la mélancolie ou la bile noire est la plus problématique car, et ici je cite Georges Vigarello,
On ne la trouve presque jamais pure et on la tient responsable de l'obscurcissement des autres fluides, comme lorsque le sang, la peau ou les excréments deviennent noirâtres. Fin de citation. Comme le souligne Furtière dans sa première définition, il s'agit de l'humeur la plus pesante et la plus incommode qui cause la tristesse et le chagrin et qui peut même engendrer la folie. La mélancolie, selon la deuxième définition, fait dire ou faire des choses déraisonnables, affectant la raison et plongeant le sujet affligé dans un état d'incompréhension face à son état, puisqu'il est aux prises avec une rêverie sans fièvre, accompagnée d'une frayeur et d'une tristesse sans occasion apparente. C'est ce qu'on peut retrouver chez Lafayette, qui se dit être, et je la cite, triste que par ses vapeurs, alors qu'elle n'a aucun sujet de tristesse. Je suis heureuse à peindre, écrit-elle à Ménage, c'est-à-dire heureuse en apparence. L'excès de bile noire accumulée dans la rate, ou spleen en anglais, provoque des vapeurs toxiques qui corrompent le cerveau et brouillent, voire enveniment l'esprit de l'individu affligé. Il est également intéressant de noter que la mélancolie peut causer un comportement lycanthrope, c'est-à-dire semblable à celle d'un loup-garou, qui pousse le sujet à perdre de son humanité et à tendre vers la bestialité. Il est ainsi prompt à adopter une attitude misanthrope et à s'isoler de plus en plus, comme cherche à le faire Bohème. Celle-ci se plaint à Descartes de ne pouvoir profiter d'un peu de solitude afin de s'adonner à la méditation philosophique ou encore à l'écriture d'une lettre, puisqu'elle est, et je la cite, contrainte de céder aux lois impertinentes de la civilité qui sont établies pour ne s'acquérir point d'ennemis. De la même façon, Lafayette annonce à Ménage qu'il préfère voir guère des gens que d'en voir de fâcheux et que la solitude lui est plutôt agréable qu'ennuyeuse. Maladie du corps, donc, mais touchant également, sinon plus, à l'esprit, la mélancolie noire crée une fissure entre le sujet et le reste du monde, provoquant cependant une rêverie agréable, qui est entretenue, entre autres, par les poètes dans la solitude. On peut alors parler de mélancolie blanche, de mélancolie douce ou de mélancolie généreuse. La quatrième définition de Furtière fait ici état d'une association entre mélancolie et génie créateur qui remonte à ce qu'Aristote, ou du moins ses disciples, soulignaient dans son problème 30, à savoir que la mélancolie est la marque des êtres d'exception, comme par exemple les héros tragiques tels qu'Héraclès, Lysandre et Ajax. Cette doctrine aristotélicienne soutient l'idée selon laquelle les hommes d'exception, et je cite Aristote, en ce qui regarde la philosophie, la science, l'État et la poésie ou les arts, sont tous mélancoliques. Cette thèse d'Aristote, comme le souligne Marc Fumaroli, passe, et je le cite, en lieu commun dans la doxa européenne des XVIe et XVIIe siècles, valorisant le tempérament mélancolique et accordant une aura héroïque au péril de l'âme dont la génialité est le prix. Comme l'ont montré Raymond Klibanski, Erwin Panofsky et Fritz Sachs, l'humanisme italien, notamment influencé par le commentaire de Marcille Ficin sur le banquet de Platon, fait de cette ambivalence entre héroïsme et tragédie la caractéristique principale du génie. Pour Pic de la Mirandole, rappelle ses auteurs, et je les cite, c'était la possibilité même de devenir soit un dieu, soit une bête qui constituait l'homme. Le fait même de se mouvoir sur une étroite crête entre deux abîmes donnait à ces êtres élus, de par le danger qui s'y attachait, l'impression qu'ils s'élevaient au-dessus du niveau confortable, mais peu aventureux, de la banalité. Fin de la citation. Ainsi, même si la mélancolie est encore considérée comme un mal de la rate qui corrompt le corps et l'esprit par le moyen de vapeur, elle est également perçue au XVIIe siècle comme un don divin qui affecte les âmes bien-nées et qui alimente le génie créateur des artistes. Elle gratifie tout autant qu'elle afflige. L'iconographie de l'époque, comme ce tableau de Domenico Fetti, représente ainsi toujours la figure mélancolique comme étant pensive, entourée d'éléments typiques des vanités, comme des livres, objets de savoir, et d'un chien, animal réputé pour voir l'indicible. On y retrouve également des symboles du temps éphémère, tels que le sablier, et bien évidemment de la mort, suggérée explicitement par le crâne humain. C'est par son caractère paradoxal que la mélancolie est intrinsèquement liée, comme le stipulent Klibanski, Panofsky et Sachs, à la notion moderne du génie. Cette dernière est travaillée dans de nombreux textes de l'Ancien Régime, tels que les Essais de Montaigne, le Théâtre de Molière et les Confessions de Rousseau,
et est réinvesti au 19e siècle, s'apparentant alors à l'image du poète maudit et à l'idée du spleen développée par Baudelaire. Plusieurs travaux critiques, dont ceux de Jean Stormbisky et de Patrick Vendry, particulièrement pour le 17e siècle, se sont penchés sur l'histoire du lien entre mélancolie et génie et se sont intéressés aux gestes créateurs auxquels convie la mélancolie, soit à son expression en littérature. Il est nécessaire de constater cependant que ces travaux, parmi tant d'autres, prennent rarement en compte un corpus épistolaire ni des figures de femmes. Il convient donc, à mon sens, d'interroger comment les femmes, ici Bohème et Lafayette, investissent cette notion renouvelée du génie mélancolique pour mettre de l'avant leur esprit et leur capacité intellectuelle auprès de savants réputés. Bohème et Lafayette revendiquent toutes deux ouvertement un état mélancolique, décrivant leur vapeur à leurs correspondants, ainsi que leur préférence pour la solitude. On retrouve chez l'une et chez l'autre l'énumération de différents remèdes, et il est notamment question de régime alimentaire particulier et de lavement interne à l'eau, tantôt pour Bohème les eaux de Spa et pour Lafayette les eaux de Vichy ou de Saint-Maur, qui sont des traitements communs pour les vapeurs. Le récit de leur maladie et des soins auxquels elles se prêtent se fait d'autant plus facilement puisqu'ils investissent dans un même temps le stéréotype de la femme dont le corps faible est en proie à toutes sortes d'irrégularités. Comme le rappelle Evelyne Berrios-Salvador, les femmes sont même considérées au XVIe siècle et au XVIIe siècle comme démoniaques en raison de leur froideur mélancolique et de la faiblesse de leur esprit. Je cite Berrios-Salvador. Les femmes, imbéciles d'esprit, sujettes à la mélancolie, sont en effet particulièrement disposées à devenir les proies de Satan qui corrompt leur fantaisie et trompent leur imagination. Faibles et de facile croyance, elles imaginent seulement ce qui n'est qu'illusion et tombent dans les extravagances d'un esprit troublé. Cette conception de la nature de la femme qui fait encore autorité, comme on a pu le voir plus tôt au XVIIe siècle, est également présente sous la plume des épistolières, notamment lorsqu'elles évoquent la malédiction ou la faiblesse de leur sexe. L'accent est continuellement mis sur la fragilité de leur corps et accablé de maux, ainsi que sur la débilité de leur esprit, peu propice à l'étude ou à la méditation philosophique, confortant ainsi le stéréotype de la femme faible et stupide. En investissant ce lieu commun, les épistolières ne font pas que se soumettre à la pudeur et à la modestie attendue des femmes. Elles exacerbent un défaut qui leur est communément attribué en la transformant en qualité. C'est ce qu'on peut constater chez Lafayette, qui hyperbolise sur son piètre état de santé. Je cite ici la première citation. « Je suis présentement d'une parfaite incapacité. Si je deviens aussi imbécile entre ici 2 ans que je le suis devenu depuis les 2 dernières années, il n'y aura guère de femmes en France qui se puissent vanter d'être plus imbéciles que moi. » Il est intéressant de noter ici que les 2 définitions que fournit Furtière du mot imbécile font référence à la fois au corps et à l'esprit. Imbécile désigne en effet ce qui est faible, sans vigueur, et se dit encore des esprits faibles en tout âge. L'imbécilité est aussi considérée une faiblesse qui se dit du corps et de l'esprit. En soulignant sa faiblesse du corps et de l'esprit, Lafayette joue ici sur des caractéristiques stéréotypiques de la femme, tout en insistant du même geste sur le caractère hors du commun, précieux de son état qu'il représente tout bonnement à son destinataire. L'accent qui est mis sur la défaillance de son corps et son esprit participe ainsi de l'image qu'elle a su se forger préalablement auprès de ses contemporains en tant que précieuse, soit, pour citer Myriam Maître Dufour, en tant que femme qui se donne du prix et à qui on accorde ou non le prix qu'elle se donne. Si Lafayette joue sur le registre comique et hyperbolique pour mettre son état en valeur et en souligner la qualité précieuse, Bohème procède de manière plus discrète, mais tout aussi efficace. Elle se présente dans cette deuxième citation comme un cas étrange, puisqu'elle a su conserver si longtemps un esprit sensible dans un corps si faible et en appelle à son correspondant Descartes pour en témoigner. La répétition de l'adverbe d'intensité ici a la même fonction ici que l'adverbe comparatif et superlatif plus utilisé par Lafayette lorsqu'il dit qu'une personne ne peut être plus imbécile qu'elle, soit la fonction de souligner le caractère exceptionnel de leur état mélancolique.
Les deux épistolaires mettent encore de l'avant leur esprit en se plaçant au-dessus du sens commun. Séjournant à Berlin, Bohème partage avec Descartes, dans une de ses lettres, ses craintes de voir s'éteindre le petit rayon de sens commun qu'elle tient de la nature en raison des froideurs du Nord et du piètre calibre des gens avec qui elle pourrait converser. Elle se démarque ainsi de la société dans laquelle elle se trouve en employant un euphémisme, procédé d'autant plus efficace puisque, dans la même lettre, elle attribue aux lettres de Descartes le pouvoir de maintenir la vitalité de son esprit et lui prie de continuer à lui écrire. Pour sa part, Lafayette, n'ayant pas recours à une figure d'atténuation comme Bohème, affirme plus ouvertement ne pas avoir le sens commun. Sa déclaration ici n'est pas sans ambiguïté, cependant, car elle peut suggérer que son esprit est supérieur à celui du commun des mortels, tout autant qu'elle peut laisser croire être dépourvue de raison et de bon sens. L'ambiguïté créée ici brouille donc la nature de ce que revendique la comtesse et fait écho aux effets ambivalents de la mélancolie qui dote le sujet d'un intellect supérieur qui le distingue des autres êtres humains, mais qui peut également le faire tendre vers la folie. Les mélancoliques, hérités de la nature diverse et complexe de Saturne, se trouvent en effet soumis, comme le rappellent Klibanski, Panofsky et Sachs, et je les cite, à une opposition tranchée entre la plus extrême confusion intellectuelle et le plus extrême génie intellectuel. Fin de la citation. Les deux épistolaires jouent sur cette opposition en se présentant tantôt comme géniales, tantôt comme ignorantes. C'est ce qu'on peut constater dans ce magnifique passage où Lafayette signale à Ménage que ces mots de tête fréquents sont la marque de son intellect fin. Vous savez que c'est la maladie des beaux esprits, et ainsi il faut que j'y sois sujette tant que je serai bel esprit, et apparemment, si tant est que je le sois, je le serai toujours. La comtesse se revendique ici bel esprit en s'appuyant à la fois sur ce qui semble être une vérité générale, suggérée notamment par le verbe apparemment et le pronom démonstratif ce, et en reléguant la tâche de valider cette vérité à son destinataire, une délégation signalée notamment par le « vous savez ». Par cet effet de polyphonie, elle se dédouane ainsi de la responsabilité de son énoncé, somme toute prétentieux. En plus de ce brouillage de voix, elle revient tout de suite sur ce qu'elle vient de dire, donnant maintenant son véritable avis. Je crois, pourtant, que l'on se défait quelquefois du bel esprit. Par exemple, je n'ai plus dans la tête que les sentences, les exploits, les arrêts, les productions. Je n'écris presque que pour mes affaires, je ne lis que des papiers de chicane, je ne songe non plus ni au vers, ni à l'italien, ni à l'espagnol, que si je n'en avais jamais ouï parler. Elle prétend d'abord, au début de la citation, être un bel esprit et souligne, grâce à un effet de redondance, qu'elle le sera toujours, suggérant le caractère immortel de son intellect, aussi attribué au mélancolique. Mais un instant plus tard, elle constate à quel point celui-ci est éphémère, et je termine la citation. Je crois que, quand j'aurai été bel esprit, que je ne le serai plus et que je ne serai qu'un esprit d'affaires. Il s'agit là du sort des mélancoliques, soit celui de jouir d'un grand esprit, quasiment divin, mais d'être piégé dans un corps mortel et défaillant. Ce déchirement tragico-héroïque entre le corps et l'esprit, marque du génie, rappelons-le, est également éprouvé par Bohème, qui ne cesse de rappeler à Descartes que ses obligations politiques et ses affaires familiales l'empêchent de se vouer complètement à la méditation philosophique. Les affaires si fâcheuses qui monopolisent son temps abattent si fort son esprit de fâcherie ou d'ennui qu'elle n'a plus la force de maîtriser son esprit et demeure stupide. Chez la princesse palatine, il est fréquemment question de sa fainéantise et chez la romancière, il est question de sa paresse. Ces défauts de l'esprit et du corps sont encore une autre marque de leur mélancolie. C'est une incapacité entière et un épuisement, écrit Lafayette à Ménage. Je n'ai plus du tout d'esprit. Il ne me reste de bon sens que pour connaître le tort que j'ai d'être accablé de mélancolie sans en avoir aucun sujet. L'accent qui est mis, encore une fois, sur l'incapacité et la faiblesse de l'esprit a comme avantage de concéder, en apparence du moins, aux conceptions essentialistes de la femme ayant cours au XVIIe siècle, qui considèrent celle-ci comme étant inférieure à l'homme, physiquement et intellectuellement. La stratégie de la modestie, préconisée par Madeleine de Spudéry, devient alors impérative lorsqu'il s'agit pour une femme de faire valoir ses idées.
C'est ce qu'on a pu observer chez les 2 épistolaires étudiés aujourd'hui, qui se présentent régulièrement et avec beaucoup d'insistance comme imbéciles et stupides. Cela dit, en se représentant comme mélancolique et de ce fait, en investissant un modèle de génie reconnu par la doxa de leur époque, Bohème et Lafayette parviennent à exécuter cette stratégie tout en mettant en relief la qualité de leur intellect. Car il ne s'agit pas uniquement pour ces femmes de légitimer leur pensée, mais encore de la mettre de l'avant comme étant hors pair et au-dessus du sens commun. Lorsqu'elles se disent accablées d'affaires et qu'elles se plaignent de la dissipation de leur esprit, elles ne font que souligner la fragilité de leur intellect, renforçant par le fait même le caractère tragique de leur grande destinée. Elles se présentent telles l'ange mélancolique dans cette gravure de la brique Dürer, entourées d'objets de savoir divers qui élèvent leur esprit, mais dont la lourdeur appartenant au monde terrestre appesantit leur corps qui s'affaisse sur lui-même. Elles se mettent en scène comme des héroïnes tragiques dotées d'un grand esprit qui est sans cesse menacé et abattu par les occupations humaines. Ainsi, en se présentant comme mélancoliques, Bohème et Lafayette parviennent à la fois à légitimer leurs paroles et à faire rayonner leur intellect. Il convient de souligner, en guise d'ouverture, car je sais que mon temps est presque écoulé, que leur appropriation de la figure du génie mélancolique est favorisée par leur utilisation de la lettre familière. En effet, celle-ci leur présente une série de lieux communs, tels que la rubrique attendue de la santé, les reprises diaphoniques et l'absence qui engendre plusieurs formes d'autoreprésentation, des lieux conventionnels que leur offre la lettre qui rendent acceptable l'écriture de soi, du corps et de leur génie. Merci. Merci beaucoup, Emma, pour cette très, très belle présentation. En parlant donc vraiment là, de cette opposition entre les deux approches qui conduit, je crois, à donner une place très différente à l'éducation. À aucun moment, Elisabeth de Bohème ou Marie-Madeleine de Lafayette ne mettent vraiment en avant que leur bel esprit repose aussi sur une éducation, alors qu'au contraire, Poulain de la Barre insiste sur le rôle de l'éducation dans le développement du génie féminin et une éducation qui n'est pas celle des hommes, qui n'est pas peut-être aussi sclérosée, aussi figée que celle des hommes, qui permet aux femmes en fait d'avoir plus d'esprit que les hommes. Je ne sais pas si vous voudriez rebondir sur ce. Peut-être une précision par rapport à ça. C'est sûr que ce que j'ai montré ici ne me laissait pas le dire, mais en fait, Bohème et Lafayette se disent capables d'accéder à leur génie, à leur esprit, grâce à leurs correspondants. Donc, chez Bohème, c'est grâce à la méthode de Descartes qu'elle a su trouver cette force de maîtriser ses passions et de se laisser conduire par l'esprit, mais elle est toujours un peu menacée par sa faiblesse naturelle. Tandis que chez Lafayette, elle revient souvent avec ménage sur le fait qu'il a tourné son bel esprit, c'est à lui qu'elle doit en fait tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle sait de la littérature, etc. Mais en fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est de montrer que ces femmes ne sont pas seulement dans la stratégie de la modestie, ne sont pas seulement dans l'atténuation de leur savoir, puis qu'au contraire, elles utilisent les conventions sociales, la conception communément acceptée, qui sont plus faibles, les stéréotypes, en bref, pour mettre de l'avant, elles investissent une figure qui leur permet de jouer de leur faiblesse supposée pour se mettre de l'avant. Mais elles attribuent aussi dans leur discours leur génie à l'édification ou aux conseils qu'elles ont pu recevoir de leurs correspondants. Mais ça aussi, c'est une stratégie épistolaire. Elles font entrer un peu leurs correspondants, elles leur donnent une part de leur génie, ce qui est très flatteur pour ceux-ci, mais qui permettent la réciprocité et l'échange pérenne, en fait, de leurs idées. Mais ça entre non seulement dans une stratégie de prise de parole pour les femmes, mais une stratégie épistolaire aussi pour garantir
la pérennité de l'échange. Merci. Oui. Merci. Excusez-moi. Moi, j'aurais une question ouverte pour tous les deux, d'un côté pour le côté philosophe et de l'autre côté pour ce qui a été dit sur la mélancolie. Alors, si j'ai bien compris, Aristote octroie une forme de génie aux personnes mélancoliques. En tout cas, les génies seraient plus mélancoliques au sens humoral, j'entends. Et les femmes, dans la théorie morale, seraient également plus portées à la mélancolie que les hommes. Pour autant, est-ce que le rapprochement entre les femmes plus géniales est fait comme ça par Aristote? J'imagine que non. Est-ce que ce n'est pas une brèche laissée quelque part et qui a ensuite été saisie par ces deux femmes que vous citiez tout à l'heure? Je me permets de répondre. Oui, en fait, donc oui, Aristote considère que en fait, il se questionne d'abord pourquoi est-ce que les hommes d'exception ont tous été mélancoliques et en conclut ensuite que c'est dans leur état naturel et non pas par maladie qu'ils le sont, mélancoliques et géniaux. Les femmes, on les dit aussi mélancoliques notamment parce qu'elles sont froides. Non parce qu'elles sont humides, la mélancolie, c'est le froid et le sec, mais, elles sont mélancoliques, mais on leur attribue plutôt la mélancolie noire que la mélancolie blanche. C'est une distinction que j'ai effleurée un peu, mais cette idée qu'on leur attribue en fait tous les effets négatifs de la mélancolie. Le fait qu'elles sont plus faibles, le fait qu'elles sont plus prônes à l'irrationnel, à la folie, etc. Mais jamais il est vraiment question de leur doter d'une mélancolie généreuse, de dire qu'elles ont reçu, selon la théorie des fureurs réinvesties par Ficin, l'inspiration divine, etc. Et bon, et puis c'est assez inusité. Je suis très contente donc d'avoir pu retrouver ça dans mon corpus et qu'elle-même se revendique comme étant touchée de cette mélancolie généreuse, de ce don divin, alors que dans les traités médicaux de l'époque, on les considère mélancoliques, mais uniquement d'un point de vue négatif, pathologique. Et donc, ça participe de du génie, de leur emploi, de, leur façon de se présenter comme étant mélancolique, c'est qu'elles investissent un lieu commun, celui du fait qu'elles sont faibles, prônes à l'irrationnel, etc. Mais elles se dotent de ce contrepoids qui est très valorisant, qui met en valeur leur intellect, il leur permet de correspondre avec des savants et d'échanger des idées, etc. Donc oui, j'espère que ça répond à la question. Tout à fait. Et puis c'est brillant de toute façon, et dans l'exécution et dans l'explication. Merci. Merci. Parfait, merci beaucoup. Marine, je vous laisse la parole si vous avez une question. Oui, merci. Merci à tous les deux pour vos interventions. C'était vraiment très, très intéressant. J'ai une question plus particulièrement pour Emma, pour rebondir sur ce que tu dis sur la mélancolie noire et blanche. À un moment dans ton intervention, tu expliques donc que la caractéristique du génie, si j'ai bien compris, c'est une sorte de déchirure entre le corps et l'esprit, une tension entre les deux. Et en fait, ça me fait penser immédiatement au grand débat sur l'enthousiasme au XVIIe et au XVIIIe siècle, notamment sur l'enthousiasme des femmes, et je pense aux sorcières, à tout ce qui concerne les sorcières, en fait, ou les possédés de Loudun, ou tout ce qui va ensemble, où en fait on accuse les femmes de dérèglement immoral aussi en même temps, ou d'imagination beaucoup trop féconde faisant apparaître ces images-là, et donc une sorte de profusion d'images qui est associée à une maladie et à une faiblesse. Est-ce que justement on peut rapprocher ce génie féminin de cette problématique de l'enthousiasme? Et est-ce qu'il y a ça aussi, par exemple, alors je ne connais pas très bien Bohème, mais je connais un peu plus Madame de Lafayette, est-ce qu'on va avoir ces problématiques-là sous leur plume? C'est une bonne question à laquelle je dois réfléchir parce que je ne connais pas très bien la question de l'enthousiasme au XVIIe siècle et en général. Mais je crois que oui, il y aurait un lien définitivement à faire là et à voir notamment, et ça, je n'y avais pas vraiment pensé en fait à ce matin avec la communication de Mme Desjardins qui rappelait la démolition du héros dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est
c'est toute cette idée de, oui, elles se mettent en valeur comme étant des héroïnes au destin tragique, etc., donc mélancolique, donc génial, mais on voit quand même dans la deuxième moitié du 17e siècle, le fait que de mettre cela de l'avant ne va pas de soi. Et ça expliquerait notamment aussi tous les procédés d'atténuation qu'elles font. Elles se disent bel esprit, mais après ça, non, etc. Donc, c'est très fin comment elles se présentent comme étant mélancoliques et géniales. Et ça serait intéressant de voir comment est-ce que, si on veut s'intéresser à la question de l'enthousiasme, si l'enthousiasme féminin, pour ce qui regarde la mélancolie, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien accepté, c'est plus condamnable que chez les hommes, etc. Et de voir aussi pourquoi est-ce que les femmes, notamment dans mon corpus, elles ressentent le besoin de se présenter ainsi, alors que les hommes, pas nécessairement, mais elles font participer les hommes dans leur sorte de scénographie de la mélancolie, etc. Bref, je n'ai pas vraiment de réponse parce que je ne connais pas très bien cette question de l'enthousiasme, mais je pense qu'il y aurait définitivement un lien à faire là et à explorer. Je te remercie. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, pour la question de l'enthousiasme au masculin, je vous renvoie vers la communication de Thierry Côté qu'il avait fait dans notre première journée d'études où il avait vraiment exploré cette notion. Il a fait une recension assez large, vraiment intéressante. C'était simplement pour revenir effectivement sur cette question de l'enthousiasme en déformant très largement les propos de Jean-Alexandre Terrasse la dernière fois. Mais c'est quelque chose qu'on a un peu exploré et je dirais vraiment en 2 minutes, ce dont je me souviens à ce niveau-là. Il me semble que précisément la question de l'enthousiasme, elle réapparaît au XVIe siècle et notamment avec le néoplatonisme, Marcel Fissin, et qu'elle va être extrêmement vu quelque chose d'extrêmement positif appliqué aux hommes. Et notamment, elle va permettre toutes les théories de l'enthousiasme poétique, Ronsard et son bon génie ou son bon démon, et notamment, on avait parlé des questions de traduction. Entre démon et génie, en fait, il y a une hésitation, c'est dans les apparitions du terme. À l'origine, il me semble aussi que ce n'est pas un hasard si on va, au début du XVIIe siècle, faire du démon une figure beaucoup plus négative en la rapprochant du démon chrétien, à nouveau, ce qui a déjà été fait à plusieurs époques, mais ça va être fait. Et globalement, on va mettre, je caricature à mort, mais du génie pour les hommes et du démon pour les femmes, en fait. Ce n'est pas un hasard s'il y a de grandes chasses aux sorcières au tournant du XVIIe siècle aussi. Et ce n'est pas non plus un hasard, vous citiez tout à l'heure Evelyn Berrios-Salvador, si on se retrouve avec des textes médicaux qui expliquent par A plus B que les femmes, parce qu'elles ont une complexion plus mélancolique, sont aussi vont être attirés par le démon, par le diable, tomber dans la sorcellerie, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un univers fantasmatique qui relie ensemble et le médical et cette question de l'enthousiasme féminin, et qui se retrouve dans une figure que j'ai un peu explorée récemment, mais qui vraiment est très ouverte à ce niveau-là, qui est la figure de la bacchante, en fait, que vous citiez tout à l'heure, Lucie Desjardins, qui va disparaître complètement des représentations au cours du XVIIe siècle, alors qu'elle est hyper représentée sur les planches en fait, du théâtre à la fin de la Renaissance. Il y a beaucoup d'articles à ce niveau-là. C'est-à-dire que la bacchante, c'est vraiment celle qui précisément reçoit directement l'enthousiasme, typiquement féminin. Les bacchantes, ce sont des femmes folles, enthousiastes par l'esprit dionysaque à l'origine, et puis ensuite tout ce que vous voudrez, y compris à cause de leur utérus quand on regarde les traités médicaux du début du XVIIe siècle. Voilà, et donc il y a ce lien entre folie, entre génie, entre démon, entre corps féminin qui est fait vraiment dans tous les sens. Je fais exprès de faire l'amalgame parce que l'amalgame est fait dans tous les textes de cette période-là, voilà. Et qui effectivement peut permettre d'avoir énormément de pistes à ce niveau-là. Donc j'ouvre plus de portes que je n'en referme, mais cette question de l'enthousiasme, elle est effectivement primordiale pour notre question du génie aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Et puis, je crois que c'est aussi un des buts de la journée d'études, là, de pas nécessairement apporter des réponses définitives, mais plutôt d'ouvrir aussi plein de pistes de réflexion. Donc, merci beaucoup pour ce complément d'information.